Ça y est, bonsoir Claire. Mais bonsoir Coralie, bonsoir à tous. C'est un plaisir de te retrouver. Pour moi aussi, je suis contente aussi de vous retrouver. Je ne vois pas encore qui est en ligne. Voilà, j'affiche les commentaires. Aujourd'hui, enfin dans notre dernier entretien, on vous avait proposé de parler de la confiance en soi. Et c'est le thème qu'on va développer ensemble ce soir. Tous vos commentaires et vos questions sont les bienvenus, n'hésitez pas. Et puis on va essayer de commencer par définir ce qu'est la confiance en soi, pour voir de quoi on parle, voir comment vous vous sentez concernés les uns les autres. Et puis moi j'avais envie de commencer par te demander ton œil astro, ton point de vue astro, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la confiance en soi? C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On va dire que le premier facteur, ce qui est de l'ordre de la confiance qu'on peut en fait rapprocher de la foi, est lié à Jupiter, la planète Jupiter. Mais la confiance, en fait, à l'origine, c'est le père qui est censé la donner. La mère donne la sécurité, le père donne la confiance. En psychologie, il y a aussi ces deux pôles. Et évidemment, le côté amour, c'est la relation avec les parents. Et donc, on va regarder dans un thème l'état de Saturne qui représente le rôle structurant du père. Quand Saturne n'est pas suffisamment fort, le père n'a pas été capable de donner cette confiance, une structure suffisante. Donc, on va voir où est Jupiter aussi, dans quel état est Jupiter, et il faudra essayer d'équilibrer Jupiter et Saturne de manière à ce qu'on puisse arriver à gagner cette confiance en soi, mais ça va demander évidemment tout un travail intérieur. Donc, il y a vraiment cette notion de regarder où se trouve Jupiter et son état ainsi que Saturne. Il est évident aussi que les gens qui sont marqués par les signes de feu, il n'y a pas que le signe solaire, c'est pas le fait d'être lion, ça peut être l'ascendant, ça peut être la lune qui se trouve dans un signe de feu. Les signes de feu sont naturellement plus confiants. Il y a une espèce d'élan spirituel. Et c'est pas uniquement donc ton signe solaire, il suffit que tu aies 2-3 planètes dans un signe de feu et ça va amener ce côté de confiance. Donc, mais évidemment, chaque thème est différent. Et tu relis signe de feu et spirituel, c'est-à-dire que quel est le lien donc avec la confiance en soi? Ouais, les signes de feu, à l'origine, le feu, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. Les signes d'air, c'est la communication. Les signes d'eau, c'est le côté intuitif. Et puis les signes de terre, c'est le réalisme. Bon, de toute façon, dans la répartition des planètes, on a en général 3 ou les 4 signes qui sont occupés par des planètes. Donc, mais idéalement. En fait, tu dis l'air, c'est la communication, mais ça peut aussi être la spiritualité. Et si l'eau représente l'intuition, c'est aussi la spiritualité? Oui, alors tout à fait, bien sûr. Mais je veux dire, naturellement, les signes de feu sont en plus ce côté d'enthousiasme qui étymologiquement signifie transport divin. Le mot enthousiasme, ça veut dire ça, ou Dieu en soi. Donc, ils l'ont plus naturellement que d'autres signes. Ça veut dire qu'ils vont arriver à mieux dépasser les épreuves, par exemple, dans leur vie? Ça veut dire qu'ils vont aller devant les... Enfin, ils ont une confiance naturelle, plus facile. Donc, il y a une expérience, j'y vais. Alors que d'autres signes seront plus hésitants ou auront besoin de se trouver en sécurité pour pouvoir aller de l'avant. On est tous différents de toute façon, mais tous cette confiance. On a tous Jupiter dans notre thème, donc on est tous capables de trouver la confiance. D'accord. On a tous Jupiter dans notre thème. Ah bah oui. On a tous toutes les planètes avec à différentes positions, c'est ça? Parce que moi, j'y connais rien. Oui, c'est ça. D'accord. Et on voit dans quel état se trouve la planète, dans quel signe, quelle maison, quels sont les aspects qu'elle reçoit. Et sur cette base-là, on se rend compte de où on est. Cet aspect confiance, parce que Jupiter, c'est pas que ça. Mais entre autres, cet aspect confiance, enthousiasme, puis s'il y a des ajustements à faire, on peut voir quels sont les ajustements qui sont possibles de faire. D'accord. C'est intéressant. Alors, je fais un petit coucou à FIFA qui vient de nous envoyer un petit message. Je suis très heureuse de te retrouver aussi, ça fait longtemps. Et puis, alors donc, tu disais qu'il y a cet aspect donc
de la confiance en soi et astrologie par rapport à la psychologie. Et est-ce que tu as aussi un autre point de vue autre que la psychologie ou ça s'arrête là? Non, j'avais pris 2-3 notes là, si jamais je voulais revenir dessus pour pas dire de bêtises. Oui. Surtout, par rapport à alors, il y a déjà la confiance. Est-ce que le père a donné la structure qui permet d'avoir ce ressenti de confiance ou pas? Déjà, ça fait une différence. Mais maintenant, pour tout le monde, il y a des moments où on perd la confiance, où on a des doutes, et spécialement quand des épreuves qu'on peut vivre, où tout d'un coup, on ne s'est pas senti à la hauteur, ce qu'on peut appeler des complexes psychologiques, qui nous demandent donc en fait d'arriver à dépasser ce défi. Ben, il y a l'importance de défocaliser. C'est-à-dire moi, je vois ça en 2 étapes. Il y a déjà le fait que quand il y a quelque chose qui nous casse notre confiance, on est trop focalisé dessus, donc ça devient, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, puis on ne voit plus que cet éléphant-là. Donc, défocaliser, c'est essayer de prendre un petit peu de recul. C'est la même image que quand tu montes en montagne et puis que tu vois la vie d'en dessus, ça te donne une autre perspective et ton éléphant, il devient tout petit. Donc, tu élargis ton champ de conscience. Alors bien, évidemment, quand tu redescends, ton éléphant, il n'a pas diminué, mais tu as pris suffisamment de recul pour voir les choses différemment et surtout défocaliser, c'est-à-dire de focaliser aussi sur les choses qui vont bien, sur ce qui est là dans l'instant présent, parce que ça aide à faire une sorte de balance pour ne pas partir complètement dans ces complexes. Et puis, j'avais noté aussi autrement. Tu veux dire aussi d'avoir une vue d'ensemble qui permet de comprendre qu'est-ce qui se joue? Voilà, c'est ça. Et puis, en général, on met du poids sur des défis qu'on a. Voilà, on va appeler ça problème. Et je trouve important que ce mot problème, et c'est fait exprès, je pense, on est éduqué comme ça, quand on a un problème, le mot problème, il y a déjà un poids dessus. Alors que si on remplace le mot problème par situation, défi ou opportunité, eh ben, on vit déjà plus les choses de la même façon. Donc, il y a aussi une question de vocabulaire. Ça permet ça aussi de défocaliser. Tu vois, par exemple, la personne qui se dit « Ah, quelle horreur, mon Dieu, j'ai un problème, je suis jalouse ». Ben, elle peut se dire « Je vis une situation de jalousie ». Déjà, tu es décollé. Ou alors, j'ai un défi, c'est d'arriver à dépasser ma jalousie, par exemple, en étant plus aussi possessive. Ou alors, qu'est-ce que j'ai dit encore? Situation, défi et puis opportunité. Oui, c'est l'opportunité justement, à travers ce que je vis, justement de dépasser cette jalousie et puis de lâcher mon côté possessif. Ouais, qu'est-ce que j'ai à découvrir en fait? Voilà, c'est ça. Donc, enlever ce poids qu'on met sur le mot problème, parce que, évidemment, on va difficilement toucher sa confiance si on est déjà écrasé par cette notion de problème. D'accord. C'est quand même quelque chose qui me semble effectivement très important. Ouais, ok. Et puis, par rapport à ce genre de choses, on peut penser à des situations passées où on a eu le sentiment de faire des erreurs, par exemple, et en se remémorant ce qui s'est passé, se dire, est-ce que sur le moment, j'aurais pu faire autrement? La plupart du temps, c'est non. Bon, alors, si c'est non, ce que j'ai vécu m'a permis d'apprendre quelque chose. Si éventuellement c'est oui, ce qu'on peut faire, c'est assumer la responsabilité de ce qu'on considère comme étant une erreur. Et puis, une fois qu'on en a fait à peu près le tour, on revit la situation en imagination et on la corrige en imagination. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, l'imaginaire, le virtuel. Donc, on va corriger en soi quelque chose du passé et du coup, ça va corriger dans le présent le poids en question. Oui, c'est important de voir que le cerveau ne fait pas la différence parce que, par exemple, quand on rêve la nuit, on peut se réveiller en ayant des émotions ou parfois même se voir en train de rêver. Et donc, les émotions, ces symptômes-là, ces manifestations-là viennent nous montrer, nous prouver que le cerveau ne fait pas la différence. C'est ça. Et donc, le pouvoir de
de la représentation ou de la narration quand tu racontes les choses autrement que comme tu les vis à froid, comme tu te les prends de plein fouet, ça peut tout changer. Okay. Et puis par rapport à cet aspect confiance, comme justement le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel, l'imaginaire, etc., si on est, en ce moment on est assailli de nouvelles complètement contradictoires qui sont rarement positives, tout ça, le cerveau, il s'en imprègne. Donc, comment veux-tu trouver ta confiance quand tu as que des choses cassantes qui arrivent au niveau des nouvelles? Et à un moment donné, il faut se faire une cure de désintoxication, lâcher tout ça et puis revenir à des choses essentielles dans l'instant présent. Parce que finalement, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Par contre, on a prise sur ce qu'on vit dans l'instant présent. Et ça, le fait de faire des petites choses dans le présent par rapport à notre vie, ça nous permet de retrouver cette confiance. Ça passe par des toutes petites choses. Et puis aussi, parfois, d'observer ce qu'on a vécu de difficile, par exemple, auparavant, 10 ans, et de voir ce qu'on en a fait, ce qu'on a appris et comment on a transformé les choses, qu'est-ce que ça nous a permis de faire comme nouveaux choix, etc. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a qu'avec le recul, en fait, qu'on peut voir l'aspect bénéfique d'un défi. Mais alors, avant ça, tu m'as dit que tu avais fait le thème de la journée et là, tu parles de cette période qui est difficile, justement, et qui est une sorte de perte de repère qui nous oblige à nous positionner autrement, à choisir d'autres choses pour construire quelque chose qui nous correspond davantage. Donc, je te propose qu'on parle du thème de la soirée et de la confiance en soi après, mais avant, je voudrais continuer à définir qu'est-ce que la confiance en soi. Donc, tu as parlé de ce lien avec l'astrologie et la psychologie. Du rapport avec le père et la mère, de ce qui nous amène, et puis aussi des signes de feu qui, selon leur position dans notre thème, vont nous donner plus ou moins de confiance, et que cette confiance, elle est relevée, ou de foi d'ailleurs, on pourra distinguer les deux aussi, et que c'est au travers de cette spiritualité-là que ces signes nous apportent que l'on peut trouver cette confiance en soi, en la vie, certains parlent de l'univers, etc. C'est bien ça, pour résumer? Tout à fait, oui. Est-ce que, alors pour moi, la confiance en soi, elle est altérée au départ chez tout le monde parce que notre construction psychologique et de personnalité fait qu'on s'identifie à une personne et que cette personne ou l'image de soi, elle est toujours en mouvement, elle est toujours éphémère, elle change en permanence, et donc ça nous rappelle à notre vulnérabilité, notre fragilité et au fait qu'on soit mortel. Et puis aussi, le fait d'être dépendant des parents ou de ceux qui nous éduquent depuis notre enfance crée un lien, une forme de dépendance à l'autre, comme si on devait aller chercher la confiance, mais aussi l'amour ou les capacités, la validation, l'approbation à l'extérieur de soi. Ou savoir quoi faire, par exemple. Enfant, on apprend que nos parents savent et que nous, on ne sait pas. Donc, c'est comme si on était tous formatés dès le départ pour ne pas avoir confiance en nous. Et ça, c'est engrammé au plus profond de nous. Alors, certes, les expériences qu'on va faire vont nous permettre de nous détacher et de prendre notre indépendance, notre autonomie, de se rendre compte par nous-mêmes qu'on est capable de faire des choses, qu'on a certaines qualités, etc. Mais cette confiance en soi, en fait, elle est profondément altérée par la façon dont on se construit en tant qu'être humain et surtout lorsqu'on est totalement identifié à notre personnalité, c'est-à-dire qu'on croit être une personne, on donne du crédit à l'image de nous-mêmes, et parce qu'à partir de là, comme ça va tout le temps être en changement, on ne peut pas faire confiance à quelque chose qui bouge tout le temps, en fait, qui est impermanent. Donc, on peut faire confiance, et là, ça rejoint la foi, à ce qui est stable, permanent, ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas en nous. Et comme on est tous des êtres humains, on a tous ça aussi en nous. Il y a l'être et il y a l'humain. Alors, l'être, c'est l'être-té, ce qui ne bouge pas, et puis l'humain, c'est ce qui change en permanence.
Oui, puis cette personnalité dont tu parles, d'ailleurs, c'est amusant parce que Jupiter représente aussi la personnalité, le persona, le masque qu'on porte. Elle Mhm. est très liée à l'impression sociale qu'on fait, ce que nous renvoie la société par rapport à nous. Donc, c'est tout un jeu entre la considération qu'on peut avoir pour soi, mais évidemment, on ne peut pas l'avoir. Enfin, moi, je pense quand même qu'il y a des parents qui sont capables de valoriser leur enfant, donc de leur donner quand même une certaine bonne base de confiance. Après, Mhm. ben, il y a des expériences de la vie qui nous déstabilisent et c'est à nous d'essayer de retrouver, ben, on va le chercher en soi, ce besoin de trouver une source pour, Mhm. euh, pour affronter la vie. Et en même temps, ce masque, on en a aussi besoin. L'ennui, c'est de ne pas s'identifier complètement à lui, savoir que c'est un masque, parce que Un on ne peut pas outil. vivre en société si il y a des conventions, mais ça c'est Jupiter aussi. Et Mhm. si on ne respecte pas les conventions, eh ben, on va avoir des gros problèmes. Alors, on est obligé de présenter un certain masque, mais il ne faut pas être dupe, hein, et se rendre compte que malgré le masque, on existe en tant qu'individu derrière le masque. Mhm. Et laisser filtrer à travers le masque qui on est en fait. Ouais. On existe, enfin, il y a l'être qui est là, quoi, et qui ne bouge pas, et la personnalité qui est comme un costume qu'on va endosser avec des qualités, des défauts, des faiblesses, des forces, euh, et qu'on va apprendre à ciseler, à sculpter au fil de nos expériences. Euh, et l'être dans l'humain, dans l'être humain, la partie être, c'est justement cette partie spirituelle dont tu parlais par rapport au signe de feu. Oui, enfin, dans l'astrologie, c'est le soleil qui le représente au mieux. Mhm. Donc, quel que soit le signe solaire, hein. Donc, D'accord, c'est le soleil qui représente le jeu, en fait. ok. Et alors, je voudrais saluer Domi, le roi, et puis je ne sais pas si tu souhaites répondre tout de suite à cette question. Est-il possible de voir les planètes majoritaires dans notre thème? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit assez facilement. De toute façon, elles sont là les 10. Alors, il y en a certaines qui auront, suivant le thème, plus d'influence que d'autres. Donc, voilà, après, c'est juste de regarder le thème en lui-même. Mm. Et après, elle dit donc, si je n'ai pas de planète en Terre, j'imagine que l'ancrage est laborieux. Oui et non, il faut voir, parce qu'il y a certaines planètes, les planètes de Terre, comme Saturne par exemple, qui est par excellence une planète qui ancre, il faut voir où est Saturne. Si Saturne est dans un angle, c'est-à-dire dans une maison importante, l'ascendant, bon, si les gens ne connaissent pas l'astrologie, je ne veux pas partir dans mon jargon, mais effectivement, il y a à la base ce besoin de concret, mais Saturne, par exemple, et suivant les configurations, peuvent pallier au fait qu'il y ait un manque de terre. Donc, c'est pas. Il faut De voir toute façon, vraiment dans le détail, le voilà. thème. Ok. Et alors après, donc on a Jenny qui repose sa question. Merci, puisque moi, je n'avais pas vu que tu l'avais posée avant. Oui. Je voulais parler de reconnaître le manque de confiance par rapport aux peurs liées à nos parents. Par Mhm. exemple, l'âge en vieillissant, nous avons forcément des peurs. Alors, moi, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tous configurés pour pas avoir confiance en nous, et que effectivement, on peut avoir beaucoup de peur enfant, ça dépend de ce que tu disais, de ce qu'ont apporté les parents. Donc ça dépend, ça va dépendre pour chacun, mais on traverse et on dépasse tous certaines peurs pendant l'enfance. Mm. Et que j'observe effectivement qu'en vieillissant, il y a de plus en plus de peurs. Je ne sais pas si c'est la perte d'autonomie, ou de se ressentir plus vulnérable du fait qu'on peut se sentir affaibli ou sans perspective. Enfin, ça peut venir de plein de choses différentes. Non, je pense que c'est plus lié à la conscience, en fait, parce que plus on prend de l'âge, plus on est conscient Ça. de la vie et de ce que représente la vie. Mais je ne pense pas que c'est une obligation qu'en vieillissant, il y ait plus de peur. Je pense qu'en vieillissant, parce qu'on a plus de maturité et de capacité d'être responsable, on est plus apte à traverser ces peurs. Donc, plus jeune, on n'aurait pas pu.
Donc, elles se révèlent par la suite parce qu'on a plus de stature, on a les épaules beaucoup plus larges pour pouvoir les traverser, ces peurs. Ça aurait été inutile et contre-productif de les avoir plus jeunes. Maintenant, la seule chose à faire par rapport à ça, c'est là, la confiance en soi est importante, de ressentir ce côté être spirituel et le problème, tu vois, même moi, je dis ça. C'est pas la situation, c'est pas qu'il y ait des peurs, c'est de refuser de les affronter, de vouloir calmer la peur. Quand on a une peur, il faut la regarder en face et décider de la traverser. Et même s'il faut s'y reprendre 15 000 fois, on s'y reprend 15 000 fois. Et alors, par exemple, la peur de la mort, parce qu'en vieillissant, étant donné que dans notre culture, la mort est souvent taboue, la maladie aussi, et puis surtout, quand on est identifié à une personne, c'est-à-dire qu'on croit n'être que cela, on voit dans être humain que la partie humain, on ne connaît pas du tout l'être, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé du tout, été découvrir sa spiritualité. Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? En fait, alors effectivement ce que tu disais est juste, c'est-à-dire qu'on a voulu écarter dans nos sociétés occidentales complètement le côté mort. C'est devenu un tabou, on enlève vite le défunt, beaucoup de gens ne veulent pas aller le voir, alors qu'autrefois il y avait des veillées autour du mort. Donc ce côté social qui nous permettait de traverser les deuils n'existe plus. Mais si ça n'existe plus à l'heure actuelle, c'est que justement c'est un défi pour retrouver ce lien-là. Alors, à part la mort en elle-même, il y a 2 autres manières de se connecter à ce que représente la mort. Quand on s'endort tous les soirs, on meurt, entre guillemets, hein, on s'entend. Et puis, on se réveille, c'est comme une naissance le matin suivant. Et puis, il y a la méditation. Le simple fait d'être ouvert à la spiritualité, de croire en quelque chose, de se poser des questions et de ressentir de l'amour, c'est quelque chose qui nous lie avec l'au-delà, avec ce qu'il y a de l'autre côté. Et en plus, on vit une période maintenant où de plus en plus, cette frontière entre les défunts et les vivants, je ne veux pas dire ça comme ça, parce que l'opposé de la vie, c'est la naissance, ce n'est pas la mort. Hein. On va dire entre la sphère terrestre et la sphère des défunts, c'est de plus en plus proche et poreux, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant de médiumnité à l'heure actuelle. Donc, à moins d'être complètement borné et puis de vouloir rien entendre, le simple fait d'entendre des témoignages, d'avoir quelqu'un de défunt, puis d'aller voir un médium qui peut transmettre, à qui on dit rien, mais qui transmet un message qui ait du sens, bien sûr, qui puisse nous décrire la personne en question, eh bien, ça peut apaiser cette peur de la mort. Puis souvent, je pense que ce n'est pas la mort qui nous fait peur. On a peur de souffrir, on a peur de se trouver seul, on a peur, voilà, c'est ça qui fait peur. Mais à partir du moment où on ressent qu'il y a un lien qui est possible et qu'on n'est jamais seul, cette peur de la mort, elle disparaît. Comme tu disais, je crois que l'amour efface, enfin en tout cas, peut faire disparaître complètement cette peur-là. Mais donc pour ceux qui ont une aptitude ou qui ont développé leur spiritualité, ils peuvent croire qu'il y a quelque chose après la mort, mais dans notre culture occidentale, on est toujours avec une majorité de gens qui croient qu'il n'y a rien après la mort. C'est en train de changer. Hein. Et puis rappelons qu'il y a la moitié de l'humanité qui croit qu'il y a quelque chose après la mort. Je pense à l'Inde, la Chine notamment. On a l'impression de tout savoir, nous, parce qu'on est des pays dominants, entre guillemets. Mais on est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose. Les scientifiques sont en train de le prouver parce que j'ai entendu, je ne sais plus quelle émission, qu'ils sont sur le point de mettre des appareils qui vont permettre de communiquer avec les morts. Il y a énormément de témoignages sur les NDE, donc des gens qui sont cliniquement morts et qui reviennent et qui font tous à peu près le même témoignage. Et donc, malgré tout, toi et moi, pour nous, c'est une réalité. Mais le jour où, parce que pour avoir accompagné des gens jusqu'au bout, des proches, hein, c'est pas mon métier, mais j'ai pu voir que quand on est au pied du mur, c'est-à-dire qu'on est sur le seuil de quitter son corps, de mourir, il y a quand même des choses qui se réveillent et des peurs qui sont presque
incontrôlables ou tu vois, des choses qui étaient restées enfouies ou qui peuvent submerger celui qui est sur le point de partir. Donc moi, je ne sais pas comment ça se passera pour moi, mais je ne fais pas la maligne non plus. J'affirme pas, je n'ai pas peur et parce que voilà, on reste dans un corps humain et qu'au moment de le quitter, le corps humain, il se désintègre. Ça, c'est pour tout le monde. De toute façon, il y a autant de morts que de façons de mourir que de façons de naître. Je veux dire, chaque mort est différente. Il y a des gens qui partent dans une sérénité absolue. J'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs personnes en fin de vie et une qui est décédée quand j'étais à côté d'elle. Enfin, c'était un monsieur. C'était mon beau-père. Bon, j'ai eu mon frère aussi. Et en fait, il y avait une sérénité, un calme, une paix et une ambiance, quelque chose qui n'est pas naturel et habituel sur Terre, en fait. Tout dépend de la personne. Alors, si tu as une mort brutale, tu n'as pas eu le temps de te préparer, mais voilà, avec une maladie, tout dépend de la personne. Mais là aussi, c'est comme tout, je veux dire, voilà, il y a une peur, mais là, tu n'as pas le choix, tu dois la traverser de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc, je pense que les gens qui sont là, qui accompagnent, qui osent parler des choses et qui ne mettent pas de tabou, c'est important. Ouais. Je pense qu'on arrive dans une période où maintenant, tous ces tabous, il faut qu'ils tombent. Ils sont parler des choses. Parce que pour ce qu'on vient de dire, tous les gens qui témoignent de NDE, c'est donc Near Death Experience, c'est-à-dire qui sont morts et qui sont revenus. C'est quand même des preuves, ça relève plus de la croyance, ce sont des témoignages. C'est pas ça que je voulais. Oui, ouais. D'accord. Mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au sein des familles, par exemple, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas exprimer « Ah ben tiens, j'ai vécu telle chose, j'ai compris telle chose, je suis en train de lire tel livre, etc. » parce que l'entourage ne veut pas en entendre parler, indépendamment du fait qu'il y a quelqu'un qui sera en fin de vie dans cette famille-là. C'est la liberté de parole, en fait, de se sentir libre de dire les choses, avec le cœur, bien sûr. C'est pour ça que je parle de tabou. C'est vraiment dans les relations amicales, familiales, que cette information, que ce qu'on ressent puisse circuler. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'à partir du moment où tu peux le dire, la confiance, elle est là aussi derrière. Si tu peux dire ce que tu ressens et être entendu, même si l'autre n'est pas d'accord, automatiquement, il y a un phénomène de confiance qui se met en place. J'allais dire, le fait de pouvoir dire ce que l'on ressent ou ce qu'on pense, à quoi on croit, c'est une forme c'est une expression de confiance en soi et de confiance aussi en l'autre qui va être prêt à recevoir ça. Et finalement, dans la confiance, il y a de l'amour, quoi. Enfin, la base de la trame, c'est de l'amour. Et par rapport à si Jenny, tu parles de la peur de mourir ou de souffrir, tant que on aime la vie et on a des gens qui nous entourent, qui nous aiment et qu'on peut ressentir cet amour, je pense que c'est ça qui permet de traverser le mieux ce chemin-là et puis qui apaise vraiment, quoi. Oui, mais la vie, il y a aussi de l'autre côté, hein. Oui. Une autre forme de vie. Oui, c'est beaucoup moins compliqué qu'ici, donc. Alors, j'ai vu une autre question d'Afifa avant de poursuivre. Les signes ascendentaires sont-ils associés au corps par rapport aux autres RFO? Oui, les signes de terre, de manière générale, représentent plus le côté corps physique. L'air serait plus lié au côté corps éthérique. Encore, c'est très relatif parce que Saturne représente aussi le corps éthérique, mais bon. Le feu, c'est plus le côté... dans l'air, il y a aussi le côté mental. Dans le feu, le spirituel. Dans l'eau, il y a le côté astral aussi. On peut dire que les signes de terre, c'est physico-éthérique. Les deux corps sont tout le temps ensemble, parce que sinon tu meurs. Quand on s'endort le soir, le corps mental et le corps astral quittent le corps physique, mais le corps physique reste avec le corps éthérique. Okay. Donc, oui, on peut les associer au corps physique. Mais c'est pas aussi carré que ça.
Je ne sais pas si Afifa, tu veux nous dire ce que tu voulais savoir exactement au travers de ça. J'ai du mal à me rendre compte. Et en attendant, il y Alors a voilà, aussi... Cathy, justement, j'étais en train de lire son commentaire. Voilà, en vieillissant, idéalement, quand on se pose des questions, puis quand on aime la vie et qu'on est curieux, quand on a de l'amour en soi, en vieillissant, les peurs devraient au contraire effectivement diminuer. C'est-à-dire qu'elles sortent, on les traverse petit à petit. C'est comme quitter des pots, des vieilles peaux pour se renouveler sans cesse. Ouais. Et Bon, la peur de la mort, c'est des gens qui sont trop... Souvent, quand on a vraiment peur de la mort, mais je parle de peur vraiment intense, c'est qu'il y a trop d'identification au corps physique. on Donc, revient à ce qu'on disait au départ. La confiance est totalement liée à l'identification au corps physique, à la personnalité, à l'image de soi. Et donc ça s'apprend. Et la meilleure façon d'apprendre, pour moi, c'est de vivre sa vie. Mais aujourd'hui, on a des outils qui nous sont proposés. Ça a commencé avec Freud et Jung qui ont amené donc cette connaissance de nous-mêmes, enfin de la personnalité au niveau psychologique et qui a donné naissance à toutes ces méthodes, ces techniques qu'on peut regrouper sous le terme développement personnel, mais qui permettent d'aller voir de quoi il s'agit et puis voir comment on peut se libérer justement de ces peurs, de tout ce qui plane au-dessus de nous, là, dans notre inconscient, dans notre subconscient. Donc ça, aujourd'hui, on a énormément de réponses par rapport à ça. Et puis, il y a aussi la voie spirituelle, donc qui nous permet d'apprendre à nous connaître, mais connaître notre vraie nature, comme je dis, hein, c'est-à-dire pas seulement l'humain, mais l'être, et puis ensuite de faire un pont entre les deux, entre l'être et l'humain, entre le développement personnel et le spirituel. en fait, je ne les sépare pas. Pour moi, tout est spirituel. Écoute, Donc, moi je vis avec beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils les séparent pas, c'est que le spirituel n'existe pas. oui, mais ça c'est différent. Ouais. D'accord. En fait, on peut résumer ça par le processus d'individualisation. C'est-à-dire que pour toute personne vers la trentaine, il lui est posé de manière intuitive, ça vient du fond de soi, un besoin de questionnement. Et c'est par ce questionnement qu'on va s'individualiser petit à petit, on va se débarrasser de tout ce qu'on nous a donné comme croyances, etc., pour penser par soi-même. Et il y a une séparation, parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions et il y a ceux qui ne se poseront jamais de questions. Ceux qui se posent des questions vont s'individualiser, ils vont trouver leur centre, inévitablement. Ceux qui refusent, parce que c'est un refus de se poser des questions, ils vont rester collés à l'extérieur, collés à leur corps physique. Et évidemment, toutes les peurs, ils sont manipulables à souhait, parce qu'il n'y a pas eu ce travail d'individualisation. J'ai toujours cette image du symbole du soleil, un cercle avec un point au milieu. Le cercle, c'est la périphérie, c'est le monde extérieur, c'est aussi notre peau, enfin voilà. Et puis le point au centre, c'est notre conscience, ce que tu appelles l'être-té ou l'être humain. Quand on fait ce travail-là, on va vers le centre, mais on revient vers l'extérieur, puis on fait des allers-retours comme ça. Les gens qui ne font pas ce travail d'individualisation, ils sont tout le temps à la périphérie, donc ils prennent tout dans la figure, au premier degré, parce qu'il n'y a pas d'espace entre le monde extérieur et eux, puisqu'il n'y a pas de conscience du jeu. Ouais. Mais du coup, ce sont les difficultés qui sont censées les éveiller, parce que moins tu veux voir, plus les coups sont forts. Oui, mais en même temps, tu vois, quand arrive une épreuve, ça veut dire qu'on est prêt de s'éveiller. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'épreuve qu'on va s'éveiller. Je ne parle pas que des épreuves, le deuil ou des trucs pour lesquels tu n'as strictement rien fait, mais moi j'appelle ça les situations de rupture, par exemple. Tout ce qui nous fait vivre la séparation, que ce soit un licenciement, un divorce, un burn-out, tout ce qui nous sèche sur place, tu sais, qui nous oblige à nous arrêter, à regarder, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et comment je peux sortir de là, quoi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre, et ensuite qu'est-ce que je choisis. Et est-ce que tu peux voir dans un thème des gens purement matérialistes, par exemple, qui vont pas du tout s'ouvrir à leur spiritualité, parce que même si voilà, on a des aptitudes, des ouvertures plus ou moins grandes vers la spiritualité chacun, on est tous faits de la même chose, puisque
on est tous cette vraie nature, l'être-té, on l'est tous, c'est inhérent, on ne peut pas ne pas l'être. Donc on peut ne pas le voir, on peut ne pas en être conscient, mais comme c'est notre source, c'est ce que l'on est en essence. Est-ce que tu vois parfois dans des thèmes des gens qui peuvent rester fermés toute leur vie et qui peuvent ne pas ressentir? Non, alors ça, tu le vois pas parce qu'il y a 2 choses qu'on voit pas dans un thème, c'est le sexe de la personne, il faut savoir si c'est un homme ou une femme, parce que rien ne le dit, et c'est le libre arbitre, on en a parlé tout à l'heure. Tu as ton thème de naissance, mais c'est à toi d'en faire quelque chose ou pas. Donc, quand tu fais le thème d'une personne, tu es obligé de parler avec elle, tu ne peux pas faire ses thèmes par ordinateur, machin, etc., parce que tu ne sais pas à quel niveau elle vit son thème. Si elle le vit au niveau socio-collectif, sans individualisation, ou si elle s'est individualisée. Tu peux peut-être juste voir qu'il y a, suivant les positions planétaires, c'est quelqu'un qui en demande de s'individualiser, plus que pour d'autres thèmes, ou alors qui sont plus dans la conscience collective. Mais c'est pas qu'ils vont pas utiliser leur libre arbitre, c'est juste qu'ils ont un gros travail à faire, par exemple, justement pour se déconditionner par rapport à ce qu'ils ont reçu de la part de la culture, de la famille, etc. Mais il faut voir aussi que là où il y a un défi, il y a toujours une opportunité. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va être plus difficile pour cette personne, elle a justement la capacité d'aller encore plus loin que d'autres parce que elle se sera tellement écorché les genoux dessus que ça peut donner, quand ça bascule, quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. On a le thème qui nous correspond. Oui, Si c'était pas jouable, on ne serait pas là. On Mm. n'aurait pas ce thème-là, en fait. Mm. Donc, moi, je trouve que c'est rassurant parce qu'un thème peut vraiment s'interpréter à plein de niveaux différents et on a tout le temps notre libre arbitre. Tout le temps. Donc c'est la même réponse pour l'extrême opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui va être très 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 facilement dans le spirituel, perché et qui a du mal à s'incarner, à s'ancrer. Il a aussi son libre arbitre et il a aussi toutes les composantes pour pouvoir y arriver dans son expérience, dans sa vie. Oui, et en même temps, tu vois, on est tellement une sorte de kaléidoscope de plein de choses différentes. Moi, je ne peux pas définir en disant quelqu'un est spirituel, quelqu'un ne l'est pas. Oui, il y a des gens qui ont un comportement plus matérialiste, mais derrière, il y a toujours une âme. Et à un moment donné, tu arrives toujours à trouver la lumière là derrière, à amener la personne à se trouver elle-même à travers ça. Donc, on est une énigme pour nous-mêmes. Quand on dit je suis, ça veut dire quoi? On n'en sait rien finalement. C'est quoi je? C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qu'on expérimente parce qu'on le ressent. Mais il y a des gens qui peuvent dire toute la vie je, puis en fait qui n'auront jamais été des je. La plupart du temps, pour celui qui n'a pas encore trop souffert ou qui ne s'est pas posé la question, qui n'a pas été voir à l'intérieur, je égale mon corps, ma personnalité, l'image que j'ai de moi. Voilà. En astrologie, on confond la maison 2, ce qu'on possède, nos talents, notre corps physique, la maison, la voiture, la profession, avec je, la maison 1, l'ascendant en fait, qui s'incarne vraiment en maison 4, qui devient le je suis, c'est-à-dire qu'on se fonde dans soi-même. La maison 4, c'est la maison du foyer. Le premier foyer, c'est le trouver en nous, dans notre cœur. Symboliquement, c'est le cancer, c'est la crèche du cœur. Donc, on devient je suis en maison 4, mais pour ça, il faut ne pas être identifié à ce qu'on possède, ni au corps, ni au sexe qu'on a, je veux dire, d'être un homme ou une femme. Il faut passer vraiment au-delà et ressentir cette impulsion, parce que le je n'a pas de sexe. L'ennui, c'est que quand on dit ça, ça ouvre les portes à tous ces mouvements woke et compagnie qui amènent plus de confusion qu'autre chose, en fait. Spirituellement, c'est vrai, mais incarné, on a un sexe. Ouais. Mais on n'est pas que ce sexe-là, on est plus que ça. Et je pensais par exemple aux gens qui ont eu des vies entre guillemets exceptionnelles ou qui ont comme certains avatars ou certains êtres réalisés ou certains qui avaient des dons exceptionnels. On parlait toutes les deux de Padre Pio avant. Est-ce que tu t'es déjà amusée à faire des thèmes de ces gens-là
et de voir les points communs. Alors avec Jésus, par exemple, ça va être difficile parce qu'au niveau de la date de naissance, je ne suis pas sûre que... Alors certains ont donné des thèmes, alors je ne sais pas ce que ça vaut, donc je ne m'avancerai pas pour Jésus, hein, je ne m'avancerai pas à ça. Le Padre Pio, je ne crois pas que j'ai son thème, il faudrait que je... Bah, tiens, c'est une bonne idée là. J'ai celui de Sri Aurobindo. Alors lui, il a une magnifique pyramide de feu, hein, on parlait de l'élément spirituel. D'accord, ouais. Chez Gandhi, alors, qui est quand même un être qui est allé très très loin, hein, aussi. On voit vraiment que sa vocation, c'était de libérer son pays. Mais encore une fois, il aurait pu passer à côté. Il aurait pu passer à côté parce que ça lui demandait de faire un effort, justement, de suivre son inspiration. Puis avant d'y arriver, quand même, il a fait de la prison, déjà en Afrique du Sud, où il faisait ses études d'avocat. Il fallait vraiment avoir le cuir dur, hein, et puis être obstiné et vouloir suivre les choses jusqu'au bout. Mais il avait ces aspects-là aussi dans son thème? Oui, mais comme toujours, c'est presque... Tu vois un thème, si tu vois le thème d'un enfant, tu vois des tendances. Mais ce qu'il en fait, il faut pouvoir le suivre au fur et à mesure, parce que tu peux partir sur ça va être quelqu'un de génial, puis en fait il fait rien de son thème, ou alors quelqu'un, oh là là, mon Dieu, ça va être un criminel, puis en fait pas du tout. Parce qu'en fait, les mêmes aspects, tu vois, par exemple, certains aspects qui sont violents entre Mars et Saturne, ça peut être autant un serial killer, un sadique, qu'un boucher ou un chirurgien. C'est le même aspect. Et pourquoi? Parce que dans un cas, la personne se laisse aller à ses instincts, dans l'autre, voilà, boucher, bien intégré. Et puis dans le troisième cas, avec le chirurgien, il faut avoir le courage d'ouvrir un corps pour soigner. Et c'est le même aspect. Donc, encore une fois, si tu ne discutes pas avec la personne, tu ne peux pas savoir à quel niveau elle le vit, son thème. D'accord. Oui, donc c'est intéressant de voir a posteriori et surtout par rapport aux contemporains dont on a les dates de naissance exactes. Ok. Alors, Cathy, moi, je voulais te demander, est-ce que tu peux dire ce qui te permet de mieux les gérer? Est-ce que tu as identifié ça? Est-ce que c'est ta conscience des choses aujourd'hui? Est-ce que c'est une sagesse naturelle qui s'est développée, par exemple? Et puis, y a Afifa qui te remercie. Merci à toi pour la question aussi, Afifa. Ok. Et alors, est-ce que tu veux bien nous parler du thème que tu as fait pour aujourd'hui et par rapport à ce dont on alors évidemment, je ne peux pas le mettre à l'écran là parce que je l'ai imprimé à côté. Alors, s'il y en a qui ça intéresse, mais évidemment, il faut faire un peu d'astrologie, sinon... Que tu nous parles aussi de cette période actuelle là qu'on traverse tous, puisqu'on est... Oui, alors à ce moment, il y a effectivement, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, quand même beaucoup d'énergie, et puis il y a pas mal de brouhaha, de remise en question. Et se donner le droit de suivre son cœur, c'est quelque chose d'important en ce moment. De faire... Oui, c'est ça, de se donner le droit, la légitimité de suivre son ressenti. C'est vraiment important. Là, Jupiter est en bélier, avec le soleil en plus en ce moment. Donc, c'est un démarrage d'un nouveau cycle pour Jupiter. On parlait de la confiance. Jupiter, c'est comment je me place par rapport à la société. Peu importe l'état de la société, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans la société. Et peut-être que comme c'est un nouveau départ, ça va nous demander d'aller chercher des qualités, des ressources qu'on n'a encore jamais expérimentées jusqu'à présent. Et peut-être parce qu'on n'osait pas. Donc là, c'est vraiment oser le faire parce que on voit bien qu'actuellement, on ne sait plus ce qu'on vit, si c'est du lard ou du cochon. Donc, c'est parler d'une perte de repères, justement, auquel tout le monde était un peu exposé au travers, je ne sais pas, des événements ou de... C'est ça, ça brasse passablement. Il y a eu énormément d'énergie. Là, c'est cette période de Pâques, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a des choses qui sont ressorties, ça a beaucoup brassé. Et il faut être... c'est important de prendre des moments pour soi, des moments de calme intérieur pour se retrouver soi-même parce que tout va très vite, trop vite et tout est contradictoire et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, on est obligé d'aller écouter à l'intérieur. Si on ne fait pas ça, on perd son équilibre en fait. Donc, c'est important d'écouter
ce que notre cœur a envie de nous dire et de se dire, ben, tiens, ça, j'ai jamais osé le faire, je vais le faire. Mais un pas après l'autre, il n'y a pas besoin de faire les choses trop vite. C'est se donner comme but, et Jupiter, c'est les buts aussi, des choses qu'on n'a encore jamais faites. Mais un pas après l'autre, sans... Jupiter, il met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc c'est un nouveau départ pour 12 ans. Donc, il faut y aller zen. Si on part trop vite, on risque de s'essouffler très vite aussi. C'est la tortue et le lapin. Mais pour ceux qui craignent de ne pas savoir comment faire par rapport à leurs aspirations, est-ce que c'est dans cette introspection justement que tu trouves les réponses, les idées, ou ce qui va te mettre sur la piste de pouvoir expérimenter et qui va te faire découvrir une aptitude ou quelque chose qui va te permettre de réaliser ce à quoi tu aspires? Si on ne sait pas, on peut demander. Et demander à l'univers, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ensuite, de lâcher, c'est le plus difficile, de lâcher la question, parce qu'on attend une réponse. Et quand on attend, on ne peut pas recevoir. Donc, je pose ma question, j'ai vraiment envie de savoir, et après, je m'en détache, je fais confiance. C'est ça, justement, la confiance, parce que la réponse, je vais l'avoir. Et elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir d'une personne qui nous dit quelque chose, elle peut venir de tout d'un coup, on entend un extrait de film, il y a un mot qui nous flash, elle peut venir d'une balade qu'on fait, elle peut venir à n'importe quel moment, et de faire confiance. De toute façon, la vie s'arrange toujours pour nous remettre sur notre chemin. Ça s'appelle la providence. Et la providence nous accompagne. Même quand on ne la voit plus du tout, la providence est toujours là, bien sûr. Ouais. Oui, et quand on est dans des périodes de perte de confiance totale, c'est intéressant de voir ça, et puis soit de le voir par rapport à sa propre vie, mais aussi d'aller voir des biographies et de Voilà, constater que cette providence, elle est toujours là, et que la vie est parfaitement faite, et que tout est à sa place, et que même quand les circonstances paraissent les plus terribles, bah, que tout a un sens, quoi. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on voit d'ailleurs dans le thème qui est important dans cette période-là, c'est vraiment de prendre soin de nous-mêmes. Il y a un carré Saturne-Vénus, on a été suffisamment massacrés depuis 2020. Il y a énormément de déchirements, enfin bon, bref, je ne vais pas faire le tableau, tout le monde sait de quoi je parle. Donc, c'est important de retrouver l'estime de soi, l'amour de soi, la douceur, d'y aller tout en douceur. Il n'y a rien qui est urgent, il n'y a rien qui presse en fait. De toute façon, on n'est pas dans une période, il y a des choses qui vont émerger, mais on n'est pas dans une période où on peut construire quelque chose. Il y a des trucs qui sont en train de tomber, il faut les laisser tomber. Donc, profitons de ce moment pour retourner en nous, pour voir des gens qu'on aime, pour faire des activités qui nous plaisent. En plus, là, c'est le printemps, on va de plus en plus faire la belle saison. Donc, il y a toute une démarche pour se retrouver dans l'amour de soi et l'amour pour les autres aussi, bien sûr. Mais j'aime beaucoup que tu dises ça, qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'on vit vraiment dans une époque accélérée, et de par les outils qu'on utilise au quotidien, hein, nos ordinateurs, nos téléphones, nos moyens de transport, et de pouvoir se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'urgence, bah, c'est vraiment, voilà, c'est la paix qui nous tombe dessus, et puis du coup, d'être capable d'entendre ce à quoi on aspire, ce dont on a vraiment besoin, et de pouvoir se l'offrir, quoi. En fait, quand tout s'accélère, c'est là qu'il faut ralentir. Ouais. Parce que notre société est faite pour qu'on réagisse. Action-réaction. Ouais. Et on n'a pas de conscience quand on est dans la réaction. Donc, comme tout accélère en ce moment, c'est justement important de ralentir pour ne pas se laisser entraîner dans des trucs qu'après on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ce que je voulais. Donc, on ralentit, on prend le temps, on se pose. Et en fait, c'est un gain d'énergie de le faire. Ouais. Pour ce qu'on aura à faire par la suite, pour ce qu'on voudra construire, on a besoin d'avoir ce moment-là pour concentrer notre énergie. C'est vraiment important. Oui, puis comment gagner en confiance en soi, ou la cultiver, pouvoir faire l'expérience du fait qu'en fait, il n'y a pas d'urgence, ça fait vraiment
grandir la confiance en soi, parce qu'on voit qu'il y a la providence, mais on voit que plus je prends mon temps, mieux je vais faire les choses de la manière la plus juste et la plus sereine. C'est ça. La plus constructive. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Alors, toi, t'es bien placé. Je rappelle que Claire est en Suisse. Mais oui. Et je salue Stéphanie. Ah ben, je regrette qu'on ne puisse pas vous voir en direct. Il y a des fidèles qu'on retrouve et dont on ne connaît toujours pas les visages, mais on ressent bien l'énergie. Oui, c'est joli ce que tu écris, Stéphanie. Je me sens vide, mais tellement remplie. C'est trop bizarre, cette sensation de ralentissement qui remplit. Ben, c'est ça. Donc, tu es au diapason. Ouais. Et alors, donc la réponse de Jenny. Ok. Ouais. Et bonsoir Laurence aussi qui nous a rejoint. Et bonsoir Stéphane. Alors, je reprends également la réponse. La question que j'avais demandée à Cathy, qu'est-ce qui te permet en fait d'apaiser tes peurs? J'ai traversé mes peurs au fur et à mesure en commençant par des petites choses. C'est aussi l'expérience d'en vivre souvent. Ouais. Bah, ça revient aussi à ce que tu disais, au fait qu'il n'y a pas d'urgence, mais il n'y a pas d'urgence non plus par rapport à nos peurs, parce que plus la peur est intense, plus on a envie d'agir, de passer à l'action pour ne plus ressentir cette souffrance, alors que de pouvoir s'autoriser à la vivre, c'est ça qui permet de la dissiper, de s'apaiser et d'être réceptif à sa propre guidance intérieure, à son intuition, qui va nous guider pour nous dire quoi faire. Parce qu'on parlait aussi de confiance, le thème c'est la confiance en soi, mais en fin de compte, quand tu te rends compte que la vie est parfaitement faite et que tout a sa raison d'être, tu peux faire confiance en la vie, tu peux t'abandonner, oublier toi, ta personne, et te voir comme un canal, te laisser traverser par la vie, qui t'indique tout ce dont tu as besoin au travers de tes aspirations, ton intuition, etc. Oui, et puis même des moments où on n'est pas bien, ou qu'on a des doutes, ne change rien. Ça ne change pas qui on est profondément. J'ai fait une petite vidéo par rapport à ça, l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. En fait, qu'on soit de mauvaise humeur ou de bonne humeur, qu'on fasse des erreurs ou qu'on fasse des choses justes, ne change rien à qui on est, et on met trop de poids là-dedans. Et la confiance nous est souvent, on se l'ôte soi-même en mettant du poids, en disant ça c'est bien, ça c'est mal, il faudrait que je fasse ceci, cela. Mais non, la spiritualité c'est beaucoup plus simple que ça, et on va souvent chercher beaucoup trop loin. Et par rapport à ce que disait Cathy, j'aime bien ce qu'elle a écrit, commençons par des petites choses, et c'est aussi l'expérience d'en vivre souvent. En fait, quand on cherche un maître spirituel, on va le trouver où? Dans notre cœur. On est tous, dans notre cœur, on a tous un maître spirituel. Ce qu'elle dit là, c'est parce qu'elle écoute son cœur. J'imagine. Hein. Et alors, comment on fait? Je ne l'entends pas. Voilà, ce qui revient. Mais j'entends pas. C'est quoi la voix du cœur? Alors justement, pour moi, il faut commencer par se calmer, aller à l'intérieur, prendre le temps, faire le calme pour pouvoir l'entendre, parce qu'on l'a tous et qu'elle communique en permanence, mais c'est simplement parce qu'on est trop occupé, dispersé, distrait, volontaire, dans le faire, etc., qu'on ne l'entend pas. Et Cathy nous parle de la méditation, qui est un excellent support. Alors, oui, mais en même temps, il y a des périodes où on n'arrive pas à méditer. C'est de l'expérience aussi. Donc, dans ces cas-là, tu fais quoi? Pour retrouver le... Enfin, c'est même pas pour retrouver le cœur. Il faut faire quelque chose. Faire le jardin, danser. Toutes les choses qui nous font plaisir. On retrouve le cœur à travers ça. On n'est pas forcément obligé de passer par la méditation. On peut tout à fait se faire une journée plage, des choses qui nous plaisent vraiment. Et dès qu'il y a la joie, il y a le cœur avec. Ouais. Des petites choses qui nous rendent joyeux. Par exemple, de la joie avec un J majuscule, on ne peut pas être
tout le temps dans la joie. Mais les petites joies comme ça, chaque petite joie, c'est un élan du cœur, un battement de cœur, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ce qui nous nourrit de l'intérieur et qui est à notre disposition. Pour moi, ça ne doit pas être quelque chose pour lequel on doit attendre ou pour lequel on a besoin d'argent. C'est des choses qui sont déjà là. Par exemple, faire la cuisine. Pour certains, ça va être faire de la couture. D'autres, ça va être d'aller danser. D'autres, ça va être de peindre. Voilà, on a tous tout ce qu'il nous faut chez soi, sous la main, quoi. Ouais. Revenir chez soi, dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, bonsoir Mona Lisa. Et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui sont arrivées. Juliette, qui a essayé de se construire sans ses parents. Mais je suis toujours pétrie de peur. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire, ceux qui parlent de leur peur, de quel genre de peur, de quoi il s'agit, dans quel domaine? Est-ce que c'est lié à la confiance? Vous sentez, vous n'avez aucune confiance en vous, dans le domaine professionnel, dans les relations? Association Rosée d'Espoir. Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde voit les commentaires dans le chat. La distraction n'est pas se connecter avec notre personne interne. Voir ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la distraction? Qu'est-ce qui est entendu par distraction? Je ne pense pas que ce soit la joie. Non. Mais la distraction au sens, la dispersion, regarder les réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui t'éloigne en fait de ton ressenti, de ton corps, de la conscience de ta propre présence. Moi, c'est ça que c'est comme toute chose. Si tu le fais parce que tu veux te remplir, bien sûr, mais tu peux aller sur les réseaux sociaux si tu es parfaitement aligné, centré en toi. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'on fait, c'est l'état dans lequel on est quand on fait les choses qui fait la différence, en fait. Il y a Colette qui a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Pour moi, quand une chose me dérange, j'essaie de me voir sur une autre ligne de temps. Et là, je retrouve une plus grande confiance et plus de sérénité. Ben voilà, un exercice comme un autre aussi. Ça, c'est génial. Ouais. Génial. Il y a Marie-Cécile aussi. Bonsoir Marie-Cécile. Bonsoir Marie-Cécile. Ouais, ça c'est vraiment précieux. Le temps est un luxe. Donc voilà, si on veut être riche, prenons le temps. Ouais. Et alors, pour revenir sur le thème de ce soir et la perte de repères et tout ce qui se passe là au niveau collectif, qu'est-ce que tu voulais nous dire d'autre? Que de toute façon, on est dans une phase de transition. Alors maintenant, mais pour les 3 années qui viennent jusqu'en 2026, on est en train d'achever un cycle. Alors Jupiter est déjà en Bélier, mais Saturne, Neptune et Pluton doivent encore changer de signe. Uranus le fera avant. Ce qui signifie qu'en fait, on est encore dans une période où l'ancien monde tel qu'on l'a connu, les anciennes structures sont encore là, même si elles s'émiettent petit à petit. Et donc, il y a une sorte de, on le voit, il y a une sorte de nettoyage qui est en train de se faire et qui va se poursuivre jusqu'en 2026 à peu près. Et là, il va y avoir une énergie plus feu-air. Là, on est dans des énergies terre-eau. Donc, encore très matérialiste, très... l'eau, on a de la peine à se définir au négatif, parce que l'eau, il y a aussi le côté positif de l'eau. Dissoudre des vieux schémas, des vieilles habitudes, c'est vraiment ce côté fin de cycle. Et ensuite, on va émerger dans une période qui est plus air-feu, spirituel, foi, transformation, capacité. De toute façon, on en aura besoin parce qu'il y aura quelque chose à recréer. C'est déjà en train de se faire maintenant. L'image que j'ai, c'est comme, tu sais, les fraisiers ou les framboisiers, ça se reproduit par les racines. Tu ne le vois pas, mais tout d'un coup, tu as des framboisiers qui poussent à 12 mètres de là où tu les as plantés. En fait, en souterrain, en ce moment, il y a des gens, tous, et nous, on en fait partie, en prenant conscience, en essayant d'être attentif, en prenant le temps, on est en train de développer nos petites radicelles
Et puis à un moment donné, quand les temps seront mûrs, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment construire quand quelque chose se démolit, et ben ça va émerger. Parce que c'est déjà là en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une période de déconstruction et en même temps c'est comme l'hibernation. Tu fais l'analogie avec la nature. Il se passe pas rien quand Ah non, 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 on a l'impression qu'il n'y a plus rien et que c'est l'hiver. Non, non, on n'est pas dans une hibernation, c'est au contraire, mais simplement, c'est pas visible. Enfin, ça l'est dans certaines circonstances, mais c'est pas flagrant. D'accord. Et puis surtout, il y a l'émergence de la vérité, c'est ça, parce que Saturne va rejoindre Neptune en Poisson, il est en train de finir les Poissons, et Neptune et les Poissons, c'est autant le mensonge que la vérité. Donc des révélations? Là, ça a commencé, mais quand Saturne va rejoindre Neptune 2024, fin 2024, là, oui, plus personne pourra dire non, c'est pas vrai, parce que ça sera évident. D'accord. Mais autant pour soi, pour nous-mêmes, que pour la société à l'extérieur. Il y a aussi émergence de qui on est. Alors, dans Mensonge, il y a aussi ce qu'on croit de nous qui est faux, mais parce qu'on nous l'a inculqué, parce qu'on y a adhéré. Donc, il y a ce nettoyage qui se fait, et tout d'un coup, on va se réveiller, entre guillemets, en se disant, mais je ne suis pas du tout ce que j'ai cru jusqu'à présent. Et on va se réveiller avec des facultés qu'on ne savait même pas qu'on porte en nous. C'est ça qui est magnifique. Oui. Oui, là aussi, on peut avoir confiance là-dedans parce que ça, j'en ai fait l'expérience, mais je le vois aussi sur d'autres, que des dons, des capacités, des aptitudes qu'on ignorait totalement, qui se révèlent pas seulement grâce à des opportunités, des défis, des difficultés, mais il y a des choses qui émergent et qui se révèlent. Alors ça peut être lié à notre thème propre, mais c'est aussi l'énergie actuelle, les émanations que l'on reçoit qui développent certaines qualités sur lesquelles on n'a jamais travaillé, entre guillemets, quoi. Oui, et puis alors, d'un point de vue cosmogonique, on vient de passer à peu près 26 000 ans dans une zone d'exclusion sidérale, on va le dire comme ça, dont on est en train de sortir. Et on retrouve des facultés qu'on a perdues il y a 26 000 ans, à peu de choses près, grosso modo, je n'ai pas les chiffres exacts. On retrouve une connexion naturelle à notre être profond parce qu'on est en train d'émerger. C'était cette fameuse ère du Kali Yuga. Ouais. Ceux qui connaissent, on est en train d'en sortir maintenant. Évidemment, c'est progressif, mais en même temps, c'est un progressif rapide, je trouve. Oui, d'où prendre le temps. Ouais, ouais. Il y a tout qui émerge en même temps. Et pour donner des exemples, je pensais à la télépathie, qui est de plus en plus forte et qui est de plus en plus naturelle pour tous, quoi. Il y a plein de facultés dans nos corps et dans nos capacités de transmission, de visualisation, on peut appeler ça des dons si on veut, hein, qui se font jour, et on le voit dans les générations nouvelles pour qui certaines choses sont totalement évidentes. Nous, on a l'impression d'être surpris, quoi, mais pour eux, c'est naturel. Et l'hypersensibilité, j'ai l'impression que ça favorise ça, en fait, ces capacités-là. Oui. C'est-à-dire que ces énergies nous rendent plus sensibles. Ouais. Et en même temps, il y a une transformation au niveau de notre ADN. C'est-à-dire, nos corps physiques sont réellement en train de changer. Alors, je ne veux pas tirer des plans sur la comète, mais en fait, l'histoire de la résurrection, qui était annoncée il y a 2000 ans, on est en train d'entrer dans une période où nos corps, je ne sais pas dans combien de temps, vont pouvoir connaître vraiment cet élément de résurrection. Si on a été attaqué en 2020 et surtout 2021 par rapport à notre ADN, c'est justement parce qu'on a cette possibilité de transformation. Donc il y avait une volonté d'empêcher cette transformation, mais bon, tu ne peux pas empêcher les grands desseins divins. Donc, qu'est-ce que tu entends exactement par résurrection? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin justement de quitter notre corps, ou que...
Qu'est-ce que Je ça ne sais signifie? pas dans quel délai, mais oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre dans des corps immortels, Mmh. avec la capacité de se pas désintégrer. Se régénérer? Non, non, c'est comme l'histoire du comte de Saint-Germain qui apparaissait et Ah, disparaissait. dématérialiser et de se remettre. Ah, Dématérialiser, d'accord. rematérialiser. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite ça. Mais en fait, c'est quelque Oui, on chose tend vers ça. bah, ce que tu lis les évangiles, Jésus, c'est ça. Tout d'un coup, il Ouais. apparaît, après sa résurrection, puis après, il est de nouveau plus là. Il y a il nous l'a promis aussi, donc Mmh. c'est ce vers quoi l'humanité va de manière globale. Oui, il y a Maintenant, déjà eu les plein élèves, de témoignages par rapport à ça. Ça me fait penser au livre La vie des maîtres. oui, et puis il y a Grégory Grabovoi qui travaille là-dessus en disant Ouais. qu'à l'heure actuelle, la résurrection d'après lui est déjà possible. Bon, ça, j'en Mmh. sais rien, mais Bah ouais. si Jésus l'a fait, Non, oui, mais il le dit à grande échelle, lui, qu'il a oui, vu des gens qui ont été ressuscités. mais à partir du moment où il y a un humain qui peut le faire, même si ça prend beaucoup de temps pour que ça descende au niveau du grand public, on sait déjà que c'est possible, donc ça, c'est une bonne nouvelle. OK. Alors, je vois qu'il y a eu des réponses par rapport à la question que je posais, mais quelle est la nature de vos peurs? Juliette nous dit: «Peur relationnelle, manque de confiance en moi, en l'autre». Mm, OK. Cathy? Sécurité. Mm, mm. Mmh. Non, de toute façon, c'est toujours des challenges, hein. Ces peurs-là révèlent soit des manques, mais derrière toute peur, il y a une qualité. Ça peut nous donner le courage de traverser nos peurs. Souvent, on a le plus peur des plus belles qualités qu'on porte. Mmh. Donc, si on a des peurs d'être trahi dans le relationnel, par exemple, et de ne pas pouvoir avoir confiance en l'autre, c'est que justement, on a la capacité d'aimer plus que d'autres et d'amener cette qualité d'amour guérison. Et si on le voit comme ça, on le retourne. Et ça nous renvoie à nous-mêmes en disant, OK, est-ce que j'ai confiance en moi avant de me demander si j'ai confiance en l'autre? De retrouver l'amour en soi. Ouais, bah, c'est tout un chemin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mona Lisa, la peur d'être dominée. Mmh. Oui, alors c'est vaste, parce que donner par quoi aussi, hein? D'être manipulée, d'être, sous le contrôle de l'autre. Dans quel domaine? Et puis aussi, c'est la perception qu'on peut en avoir, tu vois? Si on prend, dans un État, les autorités sont censées dominer, enfin, elles sont censées être à notre service à l'origine, mais voilà, si tu as affaire à un flic, il est censé dominer parce qu'il te demande tes papiers, et cetera, ou l'État. Et en fait, on peut très bien, si on a affaire à un flic, un policier ou à l'État, ressentir son autonomie, son libre arbitre, sa souveraineté, et rencontrer l'autre d'égal à égal et ne pas se sentir dominé. C'est pour ça que je parle de perception. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. C'est vraiment une question de... Soit on a été abusé vraiment à quelqu'un qui a fait preuve de domination psychologique ou physique et de pression, mais ça c'est une chose, ou alors c'est on vit dans une société hiérarchisée, et c'est cette hiérarchie qui d'ailleurs est en train de se casser la figure. Donc déjà là, c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Et Donc de voir cette perception. ça fait partie de ce qui déstabilise et qui fait perdre nos repères. Est-ce que tu penses que ça va s'accentuer encore? Il y a quelqu'un qui a dit, non, ça c'était par rapport à l'accélération du temps, ouais, par rapport aux dates que tu as données. Oui. Est-ce que c'est ça, cette déconstruction en fait Ah ben, elle est déjà en cours. Mais là l'année 2023, ça,
a commencé déjà pas mal fort, mais je pense que le paysage, d'ici la fin de l'année, va être très, très différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, oui. Ça, je crois qu'on l'a déjà dit. Tu as parlé, tu as donné même. Oui, alors c'est la perception du temps, c'est-à-dire que nos journées, à l'heure actuelle, elles font même moins de 16 heures au lieu de 24. Elles font toujours 24 heures, mais notre perception, on a l'impression qu'on peut plus faire grand-chose dans une journée et ça nous oblige à aller voir l'essentiel. Donc, prendre du temps pour aller voir l'essentiel aussi. Qu'est-ce qui est le plus important? Mettre des priorités. Alors, c'est comme si on n'a plus le luxe de perdre son temps pour des futilités. Ouais. Et quand je dis futilité, c'est pas prendre le temps de danser, d'avoir de la joie. Ça, c'est pas futile, c'est important, au contraire. Non, futilité, c'est-à-dire brasser de l'air ou faire des trucs qui ne nourrissent pas de l'intérieur, qui nous dispersent. Voilà. Sortie du tunnel en 2024. Oui, parce qu'il y a parce que Pluton finit de par sortir du Capricorne, parce que là, pour l'instant, il fait Verseau, Capricorne, Verseau, Capricorne. Et fin 2024, il est complètement au Verseau. Mais il y a encore 2-3 petits sursauts, malheureusement, d'ici là. Et surtout, il faut attendre que Saturne et Neptune soient en Bélier, en conjonction les deux, pour qu'il y ait vraiment le nouveau départ. Donc, 2024, il y a déjà quelque chose qui va mieux, mais il y a encore des épisodes un peu chaotiques. Pour être vraiment complètement hors de ce climat pas très agréable, c'est vraiment 2026. Mais déjà en 2024, il y a des choses qui seront plus détendues. Il y a Mona Lisa qui répond par rapport à la peur d'être dominée, c'est dans le domaine affectif et autres. Ok. D'accord. On est tous différents, donc il faut voir au cas par cas. Moi, en tant qu'astrologue, je regarderai le thème, comment ça se goupille, voilà, comment elle vit. Je ne sais pas si elle est balance ou ascendant balance, Mona Lisa, parce que ça, c'est très balance comme question. Ok. Est-ce que tout à l'heure, on avait parlé aussi de distinguer la confiance en soi et la foi? Peut-être pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, mais il est encore temps, si vous en avez. Confiance en soi et foi, quelle différence tu fais, toi, Claire? Déjà, pour moi, la foi, c'est expérimenter quelque chose qu'on a ressenti. C'est-à-dire, je fais une expérience, ça peut être en méditation, par exemple, et je fais une expérience par rapport à une pensée, par rapport à un concept qui me semble important, puis après, je le mets en pratique. La foi, c'est vraiment une mise en pratique de la vie spirituelle, en fait. Oui. Finalement, la confiance y ressemble un peu aussi. La confiance, c'est ce sentiment que, quoi qu'il arrive, de toute façon, la vie suit son cours. De toute façon, la providence est là. Pour moi, la confiance, c'est vraiment le ruisseau, la rivière qui suit son cours, qui rejoint le fleuve, qui va dans l'océan. Donc, c'est la confiance que, voilà, les choses se feront de toute façon d'une manière ou d'une autre. Tandis que la foi, c'est plus je mets à l'épreuve ce que je crois être vrai. Alors que la croyance, ça reste théorique, c'est quelque chose qu'on nous inculque. La foi, c'est non, mais moi je mets en pratique parce que ce que tu m'as dit, j'aimerais savoir ce que ça vaut. Et sur la base de l'expérience, ben là, voilà, oui, non. Ouais, pour moi, la foi, c'est vraiment de pouvoir ressentir la plénitude et à la fois dans mon ressenti et dans ma conscience, de voir la totalité, quoi, la cohérence, la justesse, l'unité, tu vois, le tout, quoi, en fait, et de pouvoir le ressentir dans mon corps, de le percevoir ou de l'avoir clair à la conscience, et ça passe par des expériences très concrètes dans ma vie, par exemple par rapport à ce que tu disais sur la spiritualité, et ça me ramène par rapport à la confiance en soi, à la foi en la vie, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, j'ai la foi, quoi.
Parce que j'ai ça en moi et je peux le vivre, donc il y a une évidence. Oui, puis même quand tout va mal, ta foi, elle est là. Oui, ouais, ouais. C'est dans le chic, comme on dit vulgairement, mais tu le sais, parce que c'est une certitude intérieure, la foi, c'est ça. Tu l'as C'est expérimenté, ça. tu sais que tu Ouais. as un être spirituel, donc Mais au-delà des croyances qui, elles, oui, peuvent c'est ça, c'est au-delà des croyances, c'est un vécu. La foi, c'est un vécu. La croyance, c'est quelque chose de mental, là. Mmh. Mm. Ben voilà, exactement, Laurence. De pouvoir s'abandonner pour pouvoir se laisser porter, parce que tant qu'on est accroché et qu'on veut des choses et qu'on a une conception qui est différente de ce qui se passe, forcément, là, il y a souffrance, quoi. Mm. Ok, Juste une chose, l'exemple de la confiance, c'est vraiment l'enfant, le petit enfant, 3-4 ans, il ne se pose pas de questions, ça rejoint l'histoire de la rivière, et il vit dans notre monde, mais en même temps encore dans le sien. Et peut-être que ce qu'on a à conquérir, parce qu'à un moment donné, c'est comme si, boum, on arrivait dans ce monde-là, et puis on lâche nos rêves d'enfant, mais en prenant de l'âge, on a l'opportunité de retrouver à un autre niveau ces rêves d'enfant et de refaire cette totalité entre la réalité et le monde qu'on porte en nous, finalement. Le monde spirituel, on le porte en nous, autant qu'il nous porte. Mm. ok. Il y a, je ne vois pas ton nom, mais c'est Association Rosée d'Espoir qui dit: j'ai perdu mon enfant unique il y a 3 ans, mais je vois la lumière. Bah oui, la foi. Et puis, je ne sais pas ce que tu as pu découvrir grâce à cette épreuve-là, mais comme tu disais tout à l'heure, Claire, plus les choses sont difficiles et violentes, plus ce qu'il y a à découvrir est beau et grand et puissant. Là aussi, je parle de mon expérience, mais de ce que j'ai pu observer autour de moi. Oui, parfois certaines personnes décèdent parce qu'elles sont plus à même de nous aider de l'autre côté. Mm. C'est des choix de vie, hein. Mon frère, c'était le cas aussi, c'était un choc énorme, mais en étant passé de l'autre côté, comme il était incarné, il est proche de comprendre ce que c'est que l'incarnation. Tu peux demander ça à un ange, je ne sais pas ce que c'est. Donc il peut plus facilement inspirer, aider, donner des impulsions. Donc des fois, il y a des gens qui décident, avant même qu'on soit tous incarnés, qu'à tel moment, moi, je vais partir, comme ça, je pourrais t'aider depuis l'autre côté. C'est ça. Ok, donc c'était Nicole. Ouais, qui dit: il se passe quelque chose de puissant depuis. Ouais. Bah oui. Ouais, se ressentir guidé par des guides, des anges, des archanges et autres, tous les êtres spirituels, les êtres de lumière, c'est quelque chose aussi qui relève pas de la croyance, mais du ressenti et qu'on peut aussi vérifier concrètement au travers des signes, des synchronicités, des messages, des rencontres. Ok, Claire. Eh ben, écoutez, merci de tous vos commentaires, votre participation. Merci aussi de tous tes éclairages, Claire, c'était super. Bah, merci à toi, Coralie. Hein. Et ben, avec grand plaisir. On a fait le tour, il me semble. Enfin, un tour en tout cas. Oui, un petit tour. Un petit tour, mais ça donne déjà un petit peu peut-être de recul et de pistes. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve d'ici 3 semaines, un mois pour un autre rendez-vous. Je ne sais pas, on a parlé en tout cas de libre arbitre toutes les deux et on trouvait que c'était intéressant. Alors, si ça vous dit, bah, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à continuer à laisser des questions et des commentaires puisqu'on les lit régulièrement. On les lira d'ici la prochaine vidéo. Exact. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant de conclure? Non, je pensais que c'était bien cette question de libre arbitre, qu'on pourrait sous-titrer libre arbitre, mythe ou réalité. Ok, ouais, ça Voilà, me dites dans les commentaires si ça vous intéresse un sujet sur le libre arbitre, hein, c'est intéressant aussi. Ou si vous voulez proposer des sujets. Oui, ouais, c'est ouvert, hein, n'hésitez pas. Mm. Eh ben, bonne soirée à toutes et tous. Et puis, j'ai vu qu'on avait un Stéphane aussi qui était parmi nous.
Et puis à très bientôt donc pour une autre rencontre. À très bientôt. Bonne Bye bye soirée. Prenez soin de vous surtout. et prenez le Chouchoutez-vous. temps, prenez le Prenez le temps. temps de vous chouchouter. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye.